Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie la salle, je remercie tous ceux qui sont là, seulement des amis à notre ami Lam. Et pour ne pas trop tarder, parce qu'il s'agit comme d'un samedi, les serrères et autres là doivent aller préparer leur ngourban. Donc on va y aller directement en donnant la parole effectivement au professeur Abdoulaye Diallo. Merci, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, Monsieur le Président Ba, premier président de la CCJA, je crois, Messieurs les présidents au Présidium, Président Diouf, Président Lam, Président Ndiaye, Mesdames, Messieurs les présidents des cours et tribunaux de notre pays, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Président Papa Santouré, Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, mon colonel, Mesdames, Messieurs les membres de la famille du président Lam, cher Ousmane Diop, bouquiniste, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, vous m'autoriserez de prime abord à vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans cette salle que nous voulons comme un lieu de rencontre et d'échange de tout ce qui touche à l'intellect, mais aussi un lieu d'échange des grandes questions nationales qui interpellent notre pays. Après ces mots de bienvenue, je voudrais aussi vous remercier à tous et à toutes d'avoir pris de votre temps un samedi après-midi pour vous joindre à nous à l'occasion du lancement de ce livre du président Cheikh Tidiane Lam portant sur la modernisation de la justice au Sénégal. Par la même occasion, remercier très sincèrement Monsieur le garde des Sceaux, Maître Malick Sall, d'avoir bien voulu nous honorer de sa présence en acceptant non seulement de venir en personne présider la cérémonie, mais surtout de nous avoir aidé à l'organisation de cette cérémonie. En cela, Monsieur le ministre, en mon nom, en tant que directeur de l'Harmattan Sénégal, mais au nom aussi du président Lam, nous vous remercions, vous et vos services, de toute cette aide que vous nous avez apportée. Remercier également les membres du panel qui ont accepté de se pencher sur le livre, mais aussi de se pencher sur le CV de l'auteur. Et terminer mes remerciements par le juge Cheikh Tidiane Lam. En remerciant le juge Lam, je remercie par la même occasion notre cher Ousmane Diop, sans qui peut-être que nous n'aurons pas eu ce livre. Remercier aussi le professeur Mamadou Badji, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a accepté d'intégrer ce livre dans le cadre de la convention qui lie la faculté de droit avec les éditions L'Harmattan Sénégal. L'intérêt du livre que nous lançons aujourd'hui, ce n'est pas moi, une personne extérieure au milieu de la justice, qui m'autoriserait à vous faire part de son importance. Des voix plus autorisées que la mienne le feront tout de suite. Mais je voudrais quand même saisir cette occasion pour souligner l'importance de la réflexion du juge Lam, dans la mesure où je ne trahis aucun secret quand je dis que la justice de notre pays est aujourd'hui à la croisée des chemins et au cœur de tous les débats de notre pays. Et il est heureux que des gens qui sont dans le système judiciaire, qui le connaissent de l'intérieur, qui le maîtrisent, prennent la parole pour éclairer, afin que ceux qui discutent de ce qu'ils ne savent pas puissent laisser la parole aux sachants. Pourquoi? Parce que la nature est en horreur du vide. Quand ceux qui savent et qui doivent parler ne le font pas, ce sont des gens comme moi qui n'ont aucune notion de ce qu'ils parlent, qui se jettent dans des conjectures, et ça donne le débat pas toujours élégant que nous avons dans notre pays concernant la justice. Ma conviction est faite
nous avons de très grands magistrats dans notre pays. Pourquoi? Parce que l'équilibre de notre État repose sur le fait qu'il y a des gens, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse chaud, se donnent à faire le travail comme il se doit. Et il est heureux également que depuis un certain moment, que ceux-là même décident de prendre la parole pour expliquer. Le président Lam s'inscrit dans cette logique. Son livre est à la suite de beaucoup d'autres. Il y a quelque temps, nous étions là pour échanger autour du livre du procureur Diallo, qui nous a gratifié d'un magnifique texte sur ce que c'est que le procureur de la République. J'ai en face de moi le secrétaire général adjoint du gouvernement qui, je me demande où il trouve son temps, mais en tout cas qui passe son temps à réfléchir sur le système judiciaire de notre pays. Le dernier livre qu'il nous a sorti, c'est un livre sur la légistique. Personnellement, je ne savais pas du tout ce que c'était avant d'avoir le tapuscrit entre mes mains. Président Papa Santouré, continuez dans cette lancée et je terminerai par interpeller cette fois-ci directement le président Ba, que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir grâce aux honneurs que monsieur le ministre, lui, c'est-à-dire a fait part à son égard pour ce qu'il représente. Président Ba, en m'adressant à vous, je m'adresse à vos semblables, à des gens qui, comme vous, ont servi notre pays. Vous dans le domaine de la justice, les autres qui sont dans cette salle également, certainement dans le domaine de la justice ou dans d'autres domaines. Vous avez un devoir de témoignage, tonton Ba. Quand je dis un devoir de témoignage, c'est que il faut que vous preniez la plume pour raconter votre vécu, pour raconter votre parcours. Nous avons besoin, et la jeunesse de notre pays a besoin de savoir comment est-ce que vous, qui étiez les pionniers, en un moment où il n'y avait pas d'argent, en un moment où il n'y avait que le sacerdoce qui était là, comment est-ce que vous avez fait pour tenir, pour que nous, jeunes générations et la génération à venir, qui ont la responsabilité de continuer le travail que vous avez entamé, il faut que vous témoigniez, il faut que vous racontiez. Témoigner et raconter, beaucoup de votre génération en ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils risquent de trahir le secret d'État. Non. Je pense qu'il vous sera loisible de nous raconter votre parcours, de parler de votre expérience. Comment est-ce que vous avez pu tenir alors que les choses n'étaient pas du tout évidentes, et cela sans avoir à déflorer le secret d'État. Doyen Ba, j'ose espérer que peut-être dans 1 an ou 2 ans, nous nous retrouverons ici pour lancer votre livre et lancer les livres des autres qui sont là. En m'adressant à vous, c'est à travers vous que je m'adresse à tout le monde. Monsieur le ministre, merci encore, et je vous remercie encore davantage, surtout quand, après votre discours, vous nous annoncerez que vous achetez une grande quantité pour tous les magistrats de ce pays. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et je tiens à ce que le président Silva soit à nos côtés, non pas parce qu'il est doyen d'âge, ça compte, mais surtout parce que ce que le juge Lam a théorisé, a écrit, savoir la justice depuis l'organisation de notre justice à l'entame de notre indépendance, les réformes, les perspectives d'avenir, il l'a écrit d'un côté en tenant compte de l'histoire, au milieu, parce qu'il a vécu quelques expériences, pour les perspectives, en tirant ces expériences et en rencontrant les autres, effectivement, il donne des solutions. Le président Seydou Ba a vécu ces éléments-là. Le président Seydou Ba a incarné ces éléments-là. Le président Seydou Ba a été un modèle de juge, un modèle de président du tribunal. Il a fait, je crois, que la justice dans toute sa composante. Et je pense qu'effectivement, quand nous avons la chance d'avoir un tel individu dans la salle, au moment où effectivement on parle d'un tel livre, il était nécessaire qu'il soit là et qu'on lui donne la parole.
C'est pour ça que, Monsieur le Président, je m'excuse de vous avoir pris effectivement au dépourvu, mais je sais que vous ne serez pas mal à l'aise, parce que vous allez parler de ce que vous connaissez, et je sais que vous parlerez bien. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. Quand je suis sorti de l'école de la magistrature, mon premier poste était de substitut à Dakar. Ensuite, procureur de la République à Kaolack, procureur de la République à Thiès, avant de revenir à Dakar. Donc, dans cette vie antérieure, j'aurais pu improviser, et même si on ne me donnait pas la parole, je l'arrachais. Mais aujourd'hui, je suis un peu pris au dépourvu, parce qu'après avoir cheminé plus longuement au siège, j'ai perdu ce réflexe du parquetier. Mais comme M. le ministre a eu la gentillesse de m'associer à cette cérémonie et me demander de prendre la parole, d'abord, je dois le remercier, parce que je suis toujours ému de rencontrer des gens que j'ai eu à fréquenter au cours de ma carrière. Donc, je suis très ému et je suis très content à la fois. Parce que quand Cheikh Tidiane Lam m'a appelé pour me demander de venir participer à cette cérémonie, j'ai sauté de joie. Parce que Lam, j'ai vu en lui le jeune magistrat que j'étais quand je suis revenu. Lam, je vais vous dire comment je l'ai connu. J'étais président du conseil des infrastructures, dont le siège se trouve à l'immeuble SICAP. Et lui-même était donc, et toujours je crois, à l'inspection du ministère de la Justice, qui est logé également là-bas. Et un beau jour, on m'a dit qu'il y a un jeune magistrat qui demande à vous rencontrer. Je ne l'avais jamais vu. J'ai sauté de joie, j'ai dit, ah, ça, c'est de bon augure. Et quand il est venu, ça m'a rappelé moi-même, quand j'étais jeune magistrat, ce qu'on nous disait à l'arrivée, c'était d'aller dans tous les bureaux des anciens pour nous présenter. Et lui, il s'est présenté à moi et j'ai beaucoup apprécié son geste et on a gardé cette amitié depuis lors. C'est pourquoi, quand il m'a demandé de venir ici, j'ai sauté de joie et je lui ai dit que je viendrai avec grand plaisir. Et ensuite, j'ai appris à le connaître, on a discuté sur lui. Dans ma carrière, j'ai toujours été comment dirais-je, presque un bibliothèque. J'ai gardé tous les papiers. Quand certains magistrats voulaient même avoir certains magistrats, le président Youssouf Ndiaye, le président de l'IMS, quand il voulait avoir certains papiers, j'étais détaché en ce moment-là, il m'appelait pour me demander est-ce que tu as gardé? J'avais toujours le papier qui me demandait, parce que je suis, comment dirais-je, bibliothécaire dans l'âme. Je garde tous les papiers et donc vraiment je suis content aujourd'hui de me retrouver parmi ceux que j'appelle toujours mes collègues, les magistrats. Et quand j'ai été honoré une fois par l'UMS qui a voulu lui m'inviter comme invité d'honneur à l'une de ses assemblées générales à Saly, j'étais comblé de joie et ils m'ont également offert un grand boubou que je porte toujours avec fierté. Donc vraiment, je suis très content de participer à cette cérémonie. J'aurais bien aimé pouvoir parler du bouquet, mais en tant que juge du siège, je ne parle qu'après avoir étudié mon dossier. Je n'ai pas encore étudié ce dossier, donc je ne peux pas en parler. J'aurais pu, quand j'étais procureur, essayer d'improviser quelque chose, mais là, vraiment, je vous remercie de votre gentillesse de m'avoir associé à cette cérémonie. Et après, je pense que je pourrais, après avoir regardé un compte en comble ce bouquet, parler plus longuement avec mon collègue, M. Lar. Merci, M. le ministre, d'avoir bien m'associer à cette cérémonie. Merci, je vous remercie, Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le président Ba, ancien président de la Cour de justice et d'arbitrage de l'OHADA, Monsieur l'inspecteur général de l'administration de la justice, Monsieur les procureurs généraux près les cours d'appel de Kaolack et de Thiès, Mesdames et Messieurs les directeurs à l'administration centrale du ministère de la Justice,
Mesdames et Messieurs les magistrats, administrateurs de greffe et autres auxiliaires de justice, Monsieur le directeur de la maison d'édition L'Harmattan, Monsieur le Président Lam, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres, grades et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter et remercier mon collègue et ami Cheikh Tidiane Lam, qui a bien voulu m'associer à cette manifestation en me demandant notamment de procéder à la présentation de l'auteur à l'occasion de cette séance de dédicace de son livre intitulé « La modernisation de la justice au Sénégal vers la recherche de la performance ». Demande que j'ai naturellement accepté de satisfaire avec beaucoup de plaisir. Les informations contenues dans cette présentation trouvent leur source dans le CV de M. Lam qui m'a été communiqué et dans la connaissance que j'ai de l'homme qui est un frère, un ami, avec qui je chemine depuis 1994. M. Cheikh Tidiane Lam est magistrat sénégalais. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, option droit privé de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1992. Il est également titulaire du brevet du Centre de formation judiciaire. Il est de la promotion Maître Babacar Sey. Docteur en droit, M. Lam est magistrat de la catégorie hors hiérarchie, officiant dans la justice sénégalaise depuis 1997. Il a d'abord exercé comme juge au siège au tribunal régional hors classe de Dakar, avant d'être nommé inspecteur à l'inspection générale de l'administration de la justice, puis directeur de cabinet du ministre de la Justice et enfin inspecteur général adjoint à l'inspection générale de l'administration de la justice depuis janvier 2013. Parallèlement à cette carrière professionnelle, M. Lam s'est toujours inscrit dans une perspective de formation continue qui l'a mené tout d'abord à Thonon-les-Bains en France, où il a fait un stage de première fonction au tribunal de grande instance du dit ressort, après un stage d'imprégnation au département international de l'École nationale de la magistrature française. Il a également pris part à une série de formations sur les actes uniformes de l'OADA à l'École régionale supérieure de la magistrature Ersuma à Porto-Novo, sur la gouvernance des institutions publiques à l'ITLO de Rome, sur le premier cours de curatorium de l'Académie de la Haye aux Pays-Bas. C'est en 2010 qu'il réussira au concours très sélectif de l'École nationale d'administration française, ENA, où il suivra pendant 7 mois le cours international d'administration publique dans la section institutions et administration avec un stage pratique à la Cour administrative de Lyon d'une durée de 5 semaines. Cette formation sera sanctionnée par un brevet de l'École nationale d'administration de France en 2011. Il s'inscrira dans la suite logique de ses activités en novembre 2012 en thèse de doctorat d'État et deviendra docteur d'État en droit public le 10 juillet 2018 avec les félicitations du jury et l'autorisation de publier la thèse en l'état. Monsieur le garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs, je voudrais à ce niveau de mon propos relever que M. Cheikh Tidiane Lam est un pur produit de l'école sénégalaise. Il a fait ses études primaires à l'école Ibrahima Bey à Dakar, suivant son père qui était inspecteur de l'enseignement. Il a tour à tour fréquenté l'école de Diama Bathily de Bakel, l'actuelle école Mamor Diara de Mbacké, avant d'intégrer le Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis pour un séjour de 1979 à 1986. Le juge Cheikh Tidiane Lam a également intervenu pendant 18 années comme formateur au centre de formation judiciaire. Il est l'auteur ou a participé à la production de plusieurs articles à caractère scientifique et didactique
qui puisent leur inspiration dans son expérience professionnelle. À titre illustratif, je voudrais citer les articles suivants. Regard sur les applications jurisprudentielles de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution par le tribunal régional hors classe de Dakar, publié à la revue sénégalaise de droit des affaires. Le regard sur quelques décisions rendues en matière de règlement préventif, également publié à la revue sénégalaise de droit des affaires. Le regard sur l'appel des jugements rendus à l'audience éventuelle, qui a été également publié à la revue sénégalaise de droit des affaires. Il a également participé à l'article intitulé « État de la législation sur le droit des femmes, étude critique de la jurisprudence » publié dans le journal La Balance. Je voudrais également relever que l'expertise reconnue de M. Lam a justifié son implication dans plusieurs activités de renforcement des capacités des institutions publiques, notamment judiciaires, menées par plusieurs organisations internationales, telles l'Union européenne, la Banque mondiale et l'ITLO, qui ont eu recours à ces services pour mener un audit des juridictions et des services d'inspection des services judiciaires au Togo, un audit des structures de l'administration centrale, du fonctionnement des juridictions et de l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires en République de Guinée-Conakry. J'ai eu le plaisir d'avoir supervisé et noté la grande qualité du rapport élaboré à la suite de cette dernière activité en ma qualité de chef de mission de l'assistance technique du programme européen d'appui à la réforme du secteur de la justice en République de Guinée. Il y a lieu sous ce chapitre de noter également que M. Lam a été membre du jury du concours d'admission aux fonctions du site justice, membre du comité de réforme sur le fonctionnement des hautes juridictions, membre du comité de réflexion sur la réforme de la carte judiciaire, membre élu du Conseil supérieur de la magistrature. La liste ou l'énumération n'est pas exhaustive. M. Lam est enfin le parrain d'une association active dénommée Solidarité scolaire, qui œuvre dans l'accompagnement des élèves et des étudiants pour leur inculquer le goût de la lecture, de la recherche de connaissances et le sens de la saine émulation afin de devenir des citoyens modèles. Je peux affirmer, pour terminer mon propos, que M. Cheikh Tidiane Lam est apprécié par ses collègues magistrats, par les greffiers, les avocats et autres auxiliaires de justice, pour sa culture, son sens du partage de ses connaissances, sa pédagogie, son professionnalisme, son intégrité et son humanisme. Je voudrais encore une fois lui adresser mes félicitations et encouragements et lui souhaiter bonne continuation pour la suite de sa carrière. Mesdames et messieurs, chers invités, je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup, M. le Président. Nous allons donner la parole à au Président Mamadou Abdoulaye Diouf, qui va donner quelques observations par rapport au livre. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, chers collègues, chers amis et collaborateurs de la justice, Monsieur le directeur de la maison d'édition de l'Harmattan, chers invités, je m'exprime à plusieurs titres, si je peux dire. D'abord en tant que supérieur de M. Cheikh Tidiane Lam, avec qui je travaille depuis bientôt 9 ans. D'abord, lui en qualité d'inspecteur, ensuite en qualité d'inspecteur général adjoint. Et donc nous avons cheminé quand même un petit bout ensemble. Et je voudrais, par rapport à sa personne, au-delà de ce que mon prédécesseur a déclaré, témoigner de certains aspects de sa personne. C'est vrai, il a effleuré dans son propos. Monsieur Cheikh Tidiane Lam, l'inspecteur général adjoint Cheikh Tidiane Lam, est un homme avide de recherche et de connaissances. Ça, je le vis au quotidien, que nous échangeons en permanence par rapport à ses lectures, à ses découvertes. Et il est très éclectique. Il ne se limite pas à une connaissance, à une branche, à une genre donnée, mais on discute de tout.
de l'art, de la religion, de la politique, de l'histoire, au gré de ses lectures. Et souvent, il me dit, mais général, quand je viens dans ton bureau, souvent je t'empêche de travailler parce qu'on reste longtemps à discuter. Pour vous dire, en fait, nos échanges, comment elles se structurent. Et vous savez, Cheikh Tidiane, c'est vrai, chacun lui reconnaît des qualités intellectuelles qui sont indéniables. Mais la curiosité dont il fait montre dans sa vie par rapport aux connaissances n'est pas une chose la mieux partagée maintenant, à l'ère où vraiment on est dans l'ère de la facilité par rapport à l'Internet, par rapport aux médias. Et lui, je lui dis, peut-être un peu quelque part comme moi, parce que moi j'aime le livre, j'aime le toucher, j'aime avoir le contact physique avec le livre. Et chaque fois, il vient avec sous le bras, il me dit, mais général, tu as vu ce que j'ai déniché aujourd'hui. Et on partage. Vraiment, j'apprends beaucoup avec lui, il me pousse aussi à apprendre. Parce que là, quand on est avec des gens de qualité, il vous pousse à être de qualité. Je crois que ça aussi, il faudrait que je le dise et que tout le monde le comprenne. Mais aussi, c'est quelqu'un qui est très discipliné et très respectueux. Et ça, je le dis d'expérience. Mais ça vient aussi du fait qu'il a fréquenté le Prytanée militaire Charles Thioréré, où vraiment on formate les bons citoyens. Je crois que tous ceux qui ont emprunté ce creuset se retrouvent avec les mêmes valeurs de discipline et de rigueur, ce que vraiment on retrouve chez lui. Le livre maintenant qu'il a, la thèse qu'il a présentée, c'est vrai, il l'a préparée pendant assez longtemps et souvent on a échangé ensemble sur la problématique. Et je crois qu'il a beaucoup puisé de son expérience et de son vécu en tant que magistrat et en tant qu'acteur impliqué dans le fonctionnement de la justice. Ce qui lui a permis d'avoir toute cette base de connaissances et sa curiosité par rapport à l'institution judiciaire et à tout ce qui est à la justice a fait le reste. Et je crois que ce livre doit nous conduire chacun à évoluer positivement dans notre manière de voir l'institution judiciaire. Parce que maintenant, la justice telle qu'elle a fonctionné depuis l'indépendance jusqu'aux années 90-2000 ne peut pas continuer de cette manière-là. Parce que maintenant, on demande à la justice d'être performante. Qu'est-ce que c'est que la performance? La performance, c'est d'avoir les résultats avec le minimum de moyens ou bien très peu de moyens. Et à la satisfaction de ceux qui sont les créanciers de la justice, en général. Et les créanciers, c'est les citoyens. Et donc, si on cherche la performance, c'est pour que le citoyen puisse vraiment avoir une idée positive et profiter de l'institution judiciaire par rapport à ses préoccupations. Et c'est ça qui fait que chacun d'entre nous, dans le domaine où il évolue, doit se soucier de cette performance-là qui doit retourner au profit du citoyen, du justiciable qui fait recours à l'institution judiciaire. Et je crois que toute la réflexion qui a mené tourne autour de ces problématiques-là. C'est vrai, il y a le plan sectoriel de justice qui a beaucoup contribué à l'évolution de l'institution judiciaire du point de vue des moyens matériels, du point de vue des moyens humains, mais aussi du point de vue de la perception même de la justice par rapport aux citoyens. Et je crois que c'est un des aspects fondamentaux qui ont été développés dans ce livre-là. Et chacun doit pouvoir s'en inspirer vraiment pour essayer de le traduire en actes dans ses actes au quotidien. Et donc vraiment, je crois que je vais essayer de m'arrêter parce que je ne voudrais pas continuer outre mesure et donner aux autres l'opportunité aussi d'exprimer leur sentiment par rapport à cet ouvrage-là. Mais vraiment, je lui souhaite plein succès par rapport à la publication surtout, vraiment, parce que là aussi, c'est comme on dit, une affaire qui doit prospérer, parce que et les Sénégalais doivent s'approprier cette publication-là.
et vraiment essayer d'en tirer le plus grand profit. Donc félicitations M. Lam, et que Dieu te garde, que Dieu te donne bonne santé, et que vraiment, c'est un aspect que j'avais omis, mais pour vous dire que c'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille, à sa maman, à ses frères et sœurs. Je le vis au quotidien parce que moi, on échange sur beaucoup de choses, hein, au-delà de l'aspect professionnel. Nous échangeons beaucoup sur lui, sa vie privée, sa famille, ses frères et sœurs. Et je peux vous témoigner que c'est quelqu'un qui adore sa famille et qui est toujours à l'écoute des préoccupations de sa famille. Je vous remercie. Nous allons passer la parole à la personne de l'homme du jour, au professeur, au juge, je pense qu'il préfère le terme juge, il est plutôt fier de ça, l'âme qui effectivement va nous présenter son ouvrage. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je remercie toute l'assistance ici présente, tout le monde d'avoir massivement répondu à mon invitation de ce jour. J'en suis particulièrement ému et touché. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le premier président honoraire de la Cour suprême, ancien premier président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, ancien président du tribunal régional hors classe de Dakar, premier secrétaire général de l'Assemblée nationale. On lui doit la plupart des textes des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil de l'investissement. Honorable juge, vous savez, l'Afrique a la particularité d'honorer beaucoup ses anciens. C'est pourquoi d'ailleurs, Ampateba disait, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et moi, je suis toujours à la recherche des anciens, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans les livres, mais qui sont dans la poitrine des anciens. Et les rapprocher augmente la sagesse. Comme le disait l'auteur, quand on vit au milieu des roses, on en prend l'odeur malgré soi. C'est pourquoi j'ai beaucoup appris avec lui, et c'est un insigne honneur qu'il soit présent parmi nous. Il a été ancien magistrat émérite, hier même avec la présence de George Falso à notre séminaire d'hier. Un éminent professeur, Malik Ndiaye, disait qu'il n'y a pas d'ancien magistrat. On est magistrat pour toute la vie. Et M. Seydouba en est un exemple vivant. Sa présence aujourd'hui nous rassure et nous réconforte. Que Dieu vous prête longue vie afin que nous continuions à bénéficier de votre sagesse et de votre expérience. Messieurs les chefs de cour de toutes les cours du Sénégal, notamment les 5 cours d'appel qui ont répondu également à mon appel, chacun d'entre eux a écrit des pages dans ma carrière professionnelle. Je vois parmi eux M. Cheikh Tidiane Diallo, qui a été IGAJ un moment, qui a fait émerger l'IGAJ en termes d'inspection de fonctionnement, qui a donné une autre texture à la DAP, a été le premier magistrat qui a dirigé la DAP, qui a été à l'origine de la mise en place des inspections de la DAP et qui est actuellement PG, procureur général près la cour d'appel de Saint-Louis. Je vois, de Thiès, pardon. Je vois le premier président de Ziguinchor qui a été mon président de chambre
au tribunal régional Olcras de Dakar. Je l'appelle mon sauveur, Monsieur Mohamedou Bachir Sey, parce que dans ma fougue de jeune magistrat, chaque fois que je voulais répondre avec fougue, clamant mon indépendance par rapport à l'exécutif, c'est lui qui tempérait mes ardeurs en me disant qu'il ne faut jamais répondre sous le coup de la colère. Je l'en remercie vivement. J'ai toujours été frappé d'ailleurs par son humilité lors de nos délibérations et qui se permettait même de reprendre à mon absence, tellement il avait une grande estime pour ma modeste personne. J'en profite pour rendre hommage à sa famille qui nous a toujours accueillis durant nos longues délibérations. À la fin, il nous invitait souvent chez lui. C'est l'occasion pour moi de le remercier vivement de sa présence. Il vient de Ziguinchor comme ça pour répondre, de même que le PG. Je peux en dire autant du directeur du CFJ, qui est un frère, avec qui on chemine depuis 18 ans, avec les difficultés du centre. Je peux en dire autant de Mamadou Diouf, qui est président de Thiès, qui a été major de notre promotion à l'entrée. Et je le taquine en lui disant qu'à la fin, tu as traîné un peu, on t'a dépassé. Mais actuellement, c'est le doyen des présidents de TGI. Je pense qu'il a fait plus de 17 ans de président de TGI. Et chaque fois, là où il est passé, il a imprimé ses marques de modernité et d'amélioration du fonctionnement. Je peux en dire autant avec Malan Cissé, qui est secrétaire général de la Cour d'appel de Thiès, qui a été notre major à la sortie, qui est un exemple d'humilité, de professionnalisme, etc. Donc aujourd'hui, c'est une chaîne de valeurs de gens qui incarnent des vertus et qui ont répondu à l'appel du livre. Et c'est un appel divin. Parce que les gens, les croyants, on les appelle les Ahlul Kitab, les gens du livre. Mais ce n'est pas seulement les livres sacrés. Un croyant doit toujours être dans les livres. Il doit toujours être avide de connaissances, de recherche. Il doit être passionné par la connaissance. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait toujours qu'il préfère la compagnie des gens de recherche plutôt que ceux qui prient. Parce que pour prier, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut apprendre. Donc la recherche de la connaissance est le chemin qui doit conduire vers le bon Dieu. Donc je salue tous les chefs de cour, je ne veux pas passer mon temps à... Mais tous incarnent des qualités et chacun a imprimé des lignes dans ma carrière. Naturellement, je salue la présence de Madame et Messieurs les directeurs à l'administration centrale, les dames surtout, Madame la conseillère à la Cour suprême qui est une amie et qui a été très exigeante. C'est elle qui nous a appris les criers. Vous savez, la vente des immeubles, déjà, l'immeuble c'est quelque chose de lourd, mais cette dame que vous voyez devant nous a appris les procédures avec méthode et rigueur, en même temps que le président Diakhaté. Et on a eu le privilège de travailler dans un creuset de saine émulation au tribunal régional et jusqu'à présent, les bons souvenirs sont restés. D'ailleurs, la première fois qu'on a rencontré le garde des Sceaux à l'occasion de sa première réunion de coordination, il le rappelait et il disait « Je comprends pourquoi il y a des difficultés dans les juridictions, la crème est dans l'administration centrale. » Voilà. Donc, je n'ai pas défloré un secret, monsieur le garde des Sceaux. Voilà. Donc, je salue tous mes parents ici présents, la parentèle africaine, mes cousins, mes tantes, mes sœurs, mes amis, mes petites nièces, mes neveux, tout le monde a tenu à venir communier avec moi. Et c'est rassurant parce que je rappelle également un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que
Une communauté où il n'y a que des jeunes ne m'intéresse pas. Une communauté de vieillards ne m'intéresse pas. Mais une communauté où il y a des jeunes, des plus jeunes, des anciens, soyez sûrs que je suis présent. Donc aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a la présence des prophètes, des anciens et de tous ceux qui sont dans le monde de la connaissance. J'en profite pour évoquer mes deux parents. Mon défunt père, qui a été mon premier maître, parce que c'est un enseignant dans l'âme, inspecteur d'académie émérite, que Dieu a arraché à notre affection en 2013. Aujourd'hui, je lui envoie mes prières pour que Dieu l'accueille dans son paradis le plus grand. Il a été un exemple de haut fonctionnaire chevillé au corps, qui avait la droiture chevillée au corps. C'est quand je le voyais aller au bureau à 9 h que je savais qu'il est en congé. Il n'a jamais pris de congé jusqu'à sa retraite à 58 ans. À l'époque, c'était 55 ans la retraite. Mais lui, il a bénéficié d'une prolongation d'activité de 3 ans et il est parti à la retraite à 58 ans. Et Dieu l'a arraché à notre affection en 2013. Mais je sens toujours sa présence rassurante dans des moments de ce genre. J'envoie mon salut affectif à ma mère, qui est à Thiès, clouée dans un fauteuil, mais qui, comme Thésée, reprend vie chaque week-end quand elle a autour d'elle ses parents, ses fils et ses petits-enfants. Et on retrouve l'éclat de son sourire. Que Dieu la garde encore longtemps parmi nous pour que sa présence puisse nous protéger, nous accompagner et nous rassurer dans la vie d'aujourd'hui pleine d'embûches. Vous savez, les auteurs disent que les parents, les enfants, sont des livres dont les premières feuilles sont écrites par les parents. Et on n'est quelque part que le fruit de ses parents. Donc si aujourd'hui j'ai fait ce chemin au point que mes collègues reconnaissent quelques de mes mérites, je le dois à mes deux parents qui m'ont éduqué, encadré, formaté. On dit en wolof, xale dañ koy yar, yor ko, yiir ko, yee ko, dooga am yaakaar ci moom. Et toutes ces vertus, on a eu la chance de les avoir partagées avec des parents exigeants. Et toute ma famille est aujourd'hui présente, avec leurs amis aussi. Je les en remercie vivement, mes frères, mes sœurs. Je salue également mon épouse ici présente, Maïmouna Barossal, qui m'a accompagné par ses conseils, par sa douce présence, par son affection, par son amour. Et quelque part, elle est co-auteure de cet ouvrage. Vous savez, le monde gagnerait beaucoup à écouter les femmes. Elles ont de l'intuition, elles ont de la passion, elles ont l'intelligence. Elles ne détournent pas, ou peu. Et elles sont multicartes. C'est-à-dire, si un homme peut bomber le torse et avoir le courage de faire sa mission, c'est parce qu'il y a une femme qui lui souffle à l'oreille, qui est sa muse. Donc je la remercie vivement, de même que tous nos parents qui l'accompagnent, mes sœurs qui sont des gardiennes du temple, comme la grande royale
de Cheikh Hamidou Kane. Donc je les remercie vivement de leur présence affective et que Dieu les garde longtemps parmi nous. Voilà, je remercie également la présence des amis ici présents. Je remercie M. Ablaye Diallo qui a une mission divine, comme je l'ai dit. Vous travaillez dans le livre et le livre, c'est le domaine divin. Comme j'ai dit, et tout le secret du monde est dans les livres et vous en êtes un exemple achevé. Vous vous êtes battu pour mettre en place cette maison d'édition qui a produit beaucoup d'ouvrages qui rappellent l'histoire de ce pays et le souvenir de ce pays. Alors, ayant terminé de remercier tout le monde, je m'excuse pour ce que je n'ai pas cité, mais c'est le temps qui nous contraint et je vais devoir expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre qui est la version publiée d'une thèse que j'ai soutenue à Dijon en 2018. Les raisons qui m'ont poussé à soutenir une thèse avec un titre aussi révélateur ou aussi provocateur, devrais-je dire, la modernisation de la justice au Sénégal vers la recherche de la performance. C'est un titre qui a étonné beaucoup de professeurs d'université à Bourgogne-Franche-Comté, en disant est-ce que la justice peut aller avec la performance? Et en tout cas, on a essayé. D'abord, principalement en tant qu'acteur de la justice, mes différentes fonctions de juge du siège, puis de directeur de cabinet, d'inspecteur et membre élu du CSM de la magistrature de 2008 en 2012, de formateur au centre de formation judiciaire depuis 2002, de membre de jury de recrutement, de greffier, d'huissier, de justice et d'interprète, m'ont donné un spectre assez large d'observation du fonctionnement de la justice. Et à partir des différents prismes, nous avons pu apercevoir les différentes facettes de son fonctionnement, du fonctionnement de la justice, ses atouts et ses limites. Nous nous sommes alors rendus compte que le peuple au nom de qui nous rendons la justice est souvent pris comme prétexte pour une série de réformes, mais au fond, ces véritables préoccupations sont insuffisamment prises en compte pour une satisfaction optimale. Nous avons voulu, en somme, témoigner à partir de notre propre expérience de l'évolution de notre justice, de ce qu'elle est, pour proposer des pistes de solution de ce qu'elle devrait être. Nous devons avouer qu'au fil du temps et de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que c'était un vaste chantier plein d'embûches sur un chemin escarpé. La première difficulté a été liée à ma volonté de ne pas interrompre mon office d'inspecteur général adjoint pour me consacrer exclusivement à la recherche et à la rédaction de la thèse. La deuxième était afférente à la non-disponibilité de la documentation qui est rare et difficile d'accès, et en cas de disponibilité de celle-ci, le caractère confidentiel était souvent invoqué. La troisième est liée à mon statut de haut fonctionnaire ou de haut magistrat qui me contraint à une certaine réserve, alors que la thèse dans son essence requiert de l'audace et de la distance dans l'analyse et dans la réflexion. Et enfin, nous avons été handicapés par de sérieux soucis de santé oculaire qui nous ont limités dans l'exploitation de la documentation acquise ou trouvée durant la dernière phase de maturation de notre thèse. Il ne faut pas occulter non plus le rythme des réformes entre 2012 et 2018 qui n'a pas faibli. Il s'est même accéléré par moments, donnant ainsi une foultitude de textes nouveaux, nous obligeant à revoir l'analyse, voire le plan, et à actualiser les références. Comme nous le voyons, le sujet de la modernisation de la justice et de la recherche de la performance revêt un double intérêt. Au plan théorique, il permet de diagnostiquer les politiques de modernisation au Sénégal en particulier et dans les États de l'espace francophone en général, car le plus souvent le Sénégal leur sert de référence et de modèle et parfois de laboratoire, et d'en cerner les difficultés et les obstacles qui sont source de leur échec ou de leur relative réussite.
Au-delà des problèmes de conduite du changement, de vision stratégique, d'efficacité et d'efficience, dans un environnement mondialisé avec des budgets contraints, il faut aussi souligner la prégnance du jacobinisme qui se traduit par un centralisme excessif dans la gestion et l'administration des entités étatiques, un taux d'analphabétisation bas, des ressources rares, une citoyenneté en construction et un pluralisme juridique qui se déploie de plus en plus en faveur d'une justice communautaire et internationale complexe et difficilement maîtrisable. Au plan pratique, notre réflexion permettra, à partir du vécu dans les juridictions et au sein de l'administration centrale, ainsi que des missions d'expertise et d'imprégnation dans d'autres pays, de mieux appréhender, dans une perspective de droit comparé, le processus de modernisation de la justice pour en tirer les meilleures pratiques afin de proposer des solutions dynamiques et innovantes capables de hisser la justice sénégalaise au niveau des standards internationaux d'efficacité et de performance garantissant la paix sociale et le développement économique du Sénégal. Au-delà, il s'agit aussi de donner des pistes de solutions pratiques à une justice interafricaine qui appellera forcément des convergences et des synergies dans l'approche et dans la réflexion, surtout si la justice veut apporter sa pierre à la préservation de nos ressources si précieuses et si convoitées, et de nos États dont l'équilibre est encore fragile, malgré plus d'un demi-siècle d'indépendance, et des droits et des libertés de nos citoyens en majorité jeunes, qui aspirent à plus d'autonomie, d'épanouissement et de liberté, dans un monde unipolaire marqué par le triomphe des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit d'expliquer à partir d'un processus de modernisation enclenché par une série de réformes structurelles, législatives et des politiques publiques, les chemins qui mènent à un système juridique plus performant parce que plus efficace, plus efficient et plus accessible. En réalité, l'une des causes essentielles des errements observés ces dernières années est liée à un manque de vision partagée et à un déficit de stratégie dans le pilotage et la mise en œuvre des projets et à l'occultation des phénomènes de résistance au changement. Et pourtant, les tentatives de rectification, d'ajustement, de relance n'ont pas manqué, mais inexorablement, les réformes majeures tardent à prendre forme et tel Sisyphe, on se remet à l'ouvrage. Et les mêmes complaintes et récriminations des justiciables et même des acteurs refont surface. Il faut se poser alors la question, il faut se poser alors une série de questions pour apprécier au-delà du déficit dans le pilotage les éléments qui grippent la machine et empêchent à la justice de jouer son véritable rôle. Le système est-il adapté à la vision et à la philosophie du peuple? Les différentes réformes du système judiciaire ont-elles suffisamment pris en compte la politique de décentralisation et de déconcentration? Les moyens mis en place sont-ils à la hauteur des ambitions affichées? Les acteurs sont-ils suffisamment outillés et motivés pour relever les défis d'une justice moderne? L'évaluation des différentes politiques publiques mises en œuvre a-t-elle été objective et complète pour servir de terreau à de nouvelles avancées dans l'atteinte de la performance? Les décideurs ont-ils suffisamment conscience du rôle et de la place de la justice dans la consolidation des acquis démocratiques et dans l'atteinte des objectifs de développement? La justice dispose-t-elle des moyens intellectuels, matériels et techniques pour accompagner les ambitions affichées des autorités publiques d'éradiquer la délinquance à col blanc, la corruption, la cybercriminalité, le terrorisme, les atteintes graves à l'environnement et les crimes internationaux tels que le génocide et les crimes de guerre? Peut-on moderniser la justice et parler de performance sans dispositif de recueil et d'analyse des données statistiques, sans état civil et casier judiciaire fiable, sans archives sécurisées et exploitables? L'étude de la modernisation de la justice au Sénégal montre que celle-ci a été originairement entreprise et conduite selon une approche initiale que l'on peut qualifier de sectorielle et fragmentée, qui sera analysée dans une première partie et qui a donné lieu à de multiples réformes, tantôt globales, tantôt sectorielles, se traduisant parfois aussi sous forme de modification des normes législatives et réglementaires,
de l'organisation judiciaire et de ses modalités de fonctionnement, et d'autres fois par des projets ou programmes d'importance variable. Ce processus dynamique de modernisation, implémenté sur un système original d'unité de juridiction à dualité de contentieux, a produit des résultats probants d'un pouvoir judiciaire qui s'est efforcé tant bien que mal de contenir les chocs de l'évolution de la société sénégalaise et de maintenir sa démocratie. Mais la survivance des difficultés et des contraintes a conduit à s'interroger sur les causes des échecs et sur la persistance des difficultés, afin de mettre en place un système plus innovant de modernisation de la justice qui sera étudié dans une seconde partie, système ayant comme axe la médiation et la conciliation, non pas comme mode alternatif de règlement des conflits, mais comme constituant de base de la justice étatique. Cette évolution a le mérite d'interconnecter les maisons de justice déjà existantes à l'organisation judiciaire et d'aller jusqu'à l'échelon administratif le plus bas, le village avec la case de la justice pour y rendre une justice efficace, accessible et peu chère. Ce processus sera accompagné nécessairement par le redimensionnement des structures de l'administration centrale, par la création d'une grande direction de la justice de proximité qui aura en charge le déploiement des maisons de justice et des cases de justice, ainsi que le recrutement, la formation et la mise en synergie de tous les acteurs réels ou potentiels des processus de médiation et de conciliation. Pour les juridictions classiques, l'innovation va consister à revoir de fond en comble la carte judiciaire pour véritablement rapprocher la justice du justiciable et pour disposer de juridictions plus efficaces et plus efficientes du fait d'une clé de répartition des compétences plus équilibrées et plus rationnelles d'une part, et d'une meilleure allocation des ressources et d'une meilleure gestion des personnels d'autre part. De quelle modernité s'agit-il et pour quelle performance? La modernité dans la bouche du législateur sénégalais a révélé plusieurs aspects au fil du temps et des réformes. Elle s'est traduite par le rapprochement de la justice du justiciable, la suppression des tribunaux d'exception, la distribution de la justice, la réduction des coûts d'accès à la justice, l'augmentation de la productivité des juridictions et des juges, de l'adaptation de la carte judiciaire aux nouvelles réalités socio-économiques, la poursuite de la sécurité juridique et judiciaire, le désengorgement des prisons, l'humanisation de la détention, le renforcement des capacités managériales des chefs de cour et de juridiction, ainsi que des cadres de l'administration centrale, le renforcement de la formation initiale et continue qui s'est traduite par la création du centre de formation judiciaire, de l'École nationale d'administration pénitentiaire, ENAP, et par la perspective d'aller vers une école nationale de la magistrature à côté d'une école des métiers du droit. L'ouverture de nouvelles filières au sein du CFJ, administrateur des greffes, inspecteur de l'éducation surveillée, éducateur spécialisé, secrétaire interprète. Une meilleure répression des crimes et délits financiers avec la mise en place d'organes tels que la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, l'Office national de lutte contre la corruption, OFNAC, l'Agence de régulation des marchés publics, ARMP, la cellule de lutte contre la traite des personnes, plus particulièrement de la femme et de l'enfant, CLTPTE. Le renforcement des valeurs éthiques et déontologiques ayant abouti à l'élaboration d'un manuel de déontologie des magistrats, en attendant celui des greffiers dont la réflexion est entamée. La création de l'inspection générale de l'administration de la justice, de l'inspection générale des cours et tribunaux, de l'inspection générale des parquets et de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. L'atteinte de cet objectif polysémique et polymorphe de modernisation a donc semblé constituer une quête permanente par le biais de réformes législatives sectorielles et dispersées, avant que n'intervienne un cadre plus global et plus structurant, s'étalant sur une durée plus longue, à savoir le programme décennal de modernisation de la justice, dénommé Programme sectoriel justice. Ce programme a connu des succès importants, mais également des échecs patents, qui suscitent des interrogations sur la vision stratégique, la conduite du changement, la volonté politique, sur la capacité de la justice à gérer les désordres qu'elle sécrète. Le questionnement est a priori permanent, sans que l'on voie véritablement le bout du tunnel. Le Sénégal a mal à sa justice et les rapports entre les populations et l'institution arbitre deviennent problématiques,
suscite un sentiment de fascination, répulsion, de révolte, d'indignation parfois, et de plus en plus surtout, de suspicion sur sa véritable indépendance. Au-delà des positionnements de défense manichéenne selon le bord où l'on se trouve, nous avons voulu nous inscrire dans une démarche prospective et libre de réflexion pour essayer d'identifier les solutions innovantes qui pourront se faire rencontrer l'idéal et le besoin de justice des populations sénégalaises et le fonctionnement au quotidien de la justice. Cette justice qui, au fond, ne peut transcender la société pour laquelle elle agit et tranche et qui doit par conséquent s'interroger sur ses aspirations et ses valeurs. Notre justice étant dans une dynamique permanente de modernisation devant la conduire à plus de performance, nous avons estimé plus judicieux de traiter le sujet qui constitue les deux trames de l'ouvrage en deux temps correspondant aux deux approches successives mises en œuvre. D'abord, une approche initiale sectorielle et fragmentée de la modernisation, intervenue à la suite de l'indépendance avec la mise en place d'un modèle juridique spécifique qui a appelé par la suite des réformes nécessaires d'adaptation, puis la vision récente plus globale de la modernisation, ce qui permettra d'évoquer dans un premier temps les préalables d'une modernisation réussie et dans un second temps la mise en œuvre d'un système innovant et performant. D'une approche initiale sectorielle et fragmentée de la modernisation de la justice qui constitue la première partie de l'ouvrage, les rares élites existantes au moment de l'indépendance avaient la redoutable charge de mettre en place une architecture qui devait inscrire l'état de droit dans le marbre, gommer les inégalités nées de la colonisation, assurer l'unité nationale, cela tout en préservant les us et coutumes faisant l'identité de l'Africain en général et du Sénégalais en particulier. Le modèle choisi à mi-chemin entre le droit marocain et le droit français avait une certaine originalité puisqu'il consacrait une unité de juridiction à dualité de contentieux, tout en présentant également une certaine cohérence du fait de sa structure pyramidale simplifiée. L'expérimentation de ce modèle original allait constituer la première phase de modernisation de la justice sénégalaise. La mise en œuvre du système original durera quasiment un quart de siècle avant que la nécessité de le réformer ne se fît sentir, afin de l'affiner et de mieux l'adapter aux exigences d'une justice moderne. En plus d'un demi-siècle, le système juridique mis en place au Sénégal a connu des mues tendant à le rendre plus moderne et plus performant. Cela s'est traduit par une multitude de réformes, de lois, de changements d'orientation, d'hommes et de structures, de dissolution d'organes, de signature de traités internationaux et communautaires. Mais il faut dire que faute de vision claire transcendant les régimes et les autorités qui les incarnent et dont leadership, le système tarde à être le socle d'une démocratie en maturation. Il y a eu certes des résultats tangibles dans un dispositif qui fonctionne plus ou moins bien, mais justement l'ambition n'est pas seulement que le dispositif fonctionne. Ce dispositif doit aller au-delà en répondant à des normes de performance qui donnent satisfaction aux justiciables par une série de résultats mesurables en termes d'accès à la justice et aux droits, de garantie des droits et libertés par un accès plus facilité aux droits et à la justice, en termes d'exécution des décisions de justice, de conditions de détention acceptables, alliées à une véritable politique de réinsertion des détenus, par le biais de juridictions et d'organes d'appui solides qui ne soient pas tributaires des valses hésitations d'hommes politiques plus préoccupés de la préservation de leur pouvoir que de la stabilité des institutions et de l'ancrage démocratique. Après cette première partie, on a abordé la deuxième qu'on a intitulée « À une vision récente plus globale de la modernisation de la justice ». Malgré les multiples réformes intervenues au Sénégal ces dernières années dans le domaine de la justice, on n'a pas encore été mis en place un système efficace et efficient. Il y a sans doute eu ça et là des réussites nées d'initiatives, de réformes sectorielles. Mais depuis l'indépendance, il n'y a pas eu véritablement une réflexion d'envergure portant sur les problématiques majeures de la justice et regroupant toutes les parties prenantes, d'aucuns diraient des assises nationales de la justice, à l'instar des assises nationales de l'éducation des années 80, dans le sillage de l'avènement du président Abdou Diouf. Cette réforme d'envergure devra passer par une inversion des paradigmes pour que les propositions de solutions ne partent pas de la base vers le sommet,
au lieu d'être parachutés par des experts du département de la justice ou d'ailleurs. Ce processus inclusif, loin de faire table rase de l'existant, devra consolider les expériences heureuses telles que les maisons de justice, toutes les procédures de médiation et de conciliation, les réformes tendant à rapprocher la justice du justiciable, le renforcement de l'aide juridictionnelle, l'accélération des procédures et leur fiabilisation, une meilleure prise en compte de l'accueil et de l'orientation des justiciables, le développement d'une culture axée sur les résultats, la promotion d'un leadership créatif par le biais d'une synergie entre la direction des services judiciaires, le centre de formation judiciaire, l'inspection générale de l'administration de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature pour une meilleure détection des compétences et des talents et une rationalisation de l'utilisation des personnels. Il faudra aussi penser à moderniser nos lieux de détention par la construction de nouvelles prisons aux normes, ainsi que des caves et des cellules plus respectueuses des droits humains dans les juridictions, brigades de gendarmerie et commissariats de police. Il faudra également mettre en œuvre une synergie des actions entre l'inspection générale de l'administration de la justice, l'inspection générale des cours et tribunaux, l'inspection générale des parquets et les deux inspections techniques de la chancellerie, à savoir celle de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Il faudra enfin un meilleur accompagnement des victimes de torture, de violences sexuelles et de mutilations, aussi bien pendant le procès que dans la prise en charge psychologique et médico-sociale ultérieure. Il devra en être de même dans l'accompagnement et l'indemnisation des victimes de longue détention ou de détention arbitraire. La commission d'indemnisation des victimes prévue par la loi organique numéro 2008-35 portant création de la Cour suprême n'a été mise en place que récemment. Les structures de premier accueil pour les mineurs victimes ou en danger moral devront être augmentées. Actuellement, il n'y en a que 4 qui sont fonctionnelles. Bien que récemment expérimentées, elles ont montré toute leur pertinence et ont déjà atteint leur vitesse de croisière. Elles devront surtout être démultipliées dans la région de Ziguinchor où subsiste depuis plus de 30 ans une rébellion armée qui fait subir aux populations toutes sortes d'exactions. Les atteintes contre les règles disciplinaires et déontologiques doivent en outre être mieux sanctionnées par une internalisation de l'instance disciplinaire des personnels non magistrats. Pour le moment, le conseil de discipline relève du ministère de la fonction publique et le dit conseil ne s'est que très rarement tenu malgré les saisines du ministère et malgré les relances des différents ministres de la justice auprès de leurs collègues successifs qui ont eu en charge le département de la fonction publique. Une meilleure politique de répression de la délinquance financière, de la lutte contre la corruption, la concussion et le détournement de deniers publics devra aussi être mise en place. Elle pourrait passer par une meilleure exploitation des rapports et recommandations des différentes structures de contrôle que sont la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, l'Office national de lutte contre la corruption, l'OFNAC, la Cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, l'Agence de régulation des marchés publics, l'ARMP. Ce renforcement pourrait passer également par la création d'une passerelle entre la Cour des comptes et la justice judiciaire, afin de permettre à des juges de la Cour des comptes, initialement magistrats de l'ordre judiciaire, de réintégrer leur corps d'origine. Il pourrait aider à mieux traiter les contentieux financiers, l'expertise capitalisée avec l'expertise capitalisée. Dans le même sillage, on pourrait ouvrir le recrutement au tour extérieur à des experts comptables, des inspecteurs des impôts et domaines et des inspecteurs du Trésor. Voilà autant de préalables qui montrent les interactions entre plusieurs secteurs et qui rendent nécessaire, voire urgente, une vision plus globale de la justice pour aller vers des réformes mieux pensées et plus portées vers l'atteinte de la performance, parce que justement, les justiciables sénégalais, dans leurs besoins, leurs préoccupations et leurs contraintes, sont placés au cœur du dispositif et de la réflexion. C'est pourquoi dans le sillage de pays comme le Canada, les Pays-Bas et la Belgique, il convient de préconiser une véritable modernisation, pour ne pas dire une métamorphose des institutions judiciaires sénégalaises, donnant la priorité à la médiation, à la conciliation et rapprochant réellement la justice du justiciable. Les propositions que nous avons faites
s'inscrivant pour l'essentiel dans une perspective plus pratique que théorique, plus pragmatique que doctrinale, nous nous réjouissons d'ores et déjà que certaines d'entre elles connaissent un début d'exécution. C'est ainsi que la direction de la justice de proximité a été instituée par décret du 29 mai 2018, que la commission d'indemnisation des victimes ayant bénéficié d'un non-lieu ou relax mise en place et a démarré ses activités avec l'examen de 7 requêtes sous la direction du conseiller à la Cour suprême, Matar Diop. Donc cette institution a été mise en place depuis le 28 juin 2018. Donc il y a déjà des requêtes qui ont indemnisé des victimes de longue détention. À ce niveau, il y a lieu de préciser que c'est une indemnisation forfaitaire entre 2 millions et 3, mais ça n'empêche pas que ces victimes puissent saisir les juridictions de fond pour avoir une indemnisation intégrale sur la base de l'engagement, de la responsabilité de l'État pour le mauvais fonctionnement du service public de la justice. D'autres sont partagés par la commission de modernisation mise en place par le garde des Sceaux. Les recommandations de celle-ci ont fait l'objet d'un partage par le président de l'Union des magistrats à travers le site internet de l'Union des magistrats et au travers d'une interview publiée dans 2 organes de presse sénégalais courant juin 2018. Il a en effet été proposé la suppression des tribunaux d'instance et de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, l'octroi de compétences administratives étendues aux tribunaux de grande instance, l'autonomisation du Conseil supérieur de la magistrature et son ouverture vers des membres non magistrats et la non-participation de l'exécutif au dit Conseil en tant qu'organe de nomination des magistrats. Nous tenons enfin à signaler également que les hautes autorités judiciaires que nous avons rencontrées après la parution de l'ouvrage ont marqué tout l'intérêt qu'elles attachent à nos travaux et la présence de M. le garde des Sceaux en est une parfaite illustration et ont souhaité qu'il fasse l'objet d'un partage pour alimenter la réflexion au sein du département de la justice, servir d'aide à la décision et pour informer nos citoyens sur l'évolution de leur justice. Avant de terminer, je tiens également à saluer la collaboration fructueuse avec M. l'inspecteur général, M. Mamoud Ablaye Diouf, avec qui je chemine depuis mon entrée en fait à l'école. Il a été notre premier maître de stage au tribunal régional. On allait là-bas à la salle désaffectée du Cap Manuel et les audiences étaient très longues. Il dirigeait à l'époque la 2e chambre correctionnelle, ainsi que les inspecteurs et tous les collaborateurs de ligage sans qui ce travail n'aurait jamais eu lieu. Je salue particulièrement la présence également du secrétaire général adjoint du gouvernement, Pape Hassan Touré, qui a été un précurseur dans ce que nous faisons, parce qu'après avoir été docteur, je pense qu'il est l'un des magistrats les plus prolixes en termes de production. Il en est à son 5e ouvrage, si je ne m'abuse, et je pense que c'est un exemple de magistrat doublé d'universitaire. Donc je pense que c'est un chemin à emprunter. Je salue également la présence de Mme Fatou Kiné Camara qui représente son père Ousmane Camara, premier président de la Cour suprême, qui tenait à venir mais qui malheureusement a eu un empêchement et il a demandé chaleureusement et affectueusement à sa fille qui est docteur en droit et maître assistant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de la représenter, qui a été également la présidente de l'association des femmes juristes. Voilà, j'ai été un peu trop long, mais je tenais à partager le fruit de mes réflexions qui ont été une parturition très difficile, mais que certains ont appris dans ce laps de temps, de la parution de mars à maintenant, à apprécier. Et je vous remercie encore de votre immense présence, Monsieur le garde des Sceaux, chers invités. Je vous remercie de votre bienveillante et aimable attention. Yeah.
waaye Dramé la ñuy wooye sa yaay sama doom bi ba jàng jotee dama jàng waaye Ousmane Lam sa baay inspecteur de woon ci kees il faut l'accepter, c'est notre art de vivre, c'est à retenir. Je pense que je vais peut-être donner la parole, permettre à ceux qui voudraient apporter leur contribution, ou bien à ceux qui ont effectivement lu ce livre-là, s'ils veulent parler, exprimer leurs félicitations ou leurs critiques du livre, il n'en manquera certainement pas. Donc, de façon résumée, afin que, effectivement, que la soirée, l'après-midi, nous sommes un samedi après-midi, et qu'il y a d'autres obligations. Donc, si ça peut être fait de façon résumée, par un nombre assez réduit, ceux qui veulent intervenir sont les bienvenus. C'est la justice. Je suis venu à retard parce que j'ai une lombalgie, une méchante lombalgie qui m'empêche de rester pendant longtemps assis depuis quelques jours. Je prends la parole parce que si je ne prenais pas la parole, je pense que la famille de Cheikh Lam serait la première à s'étonner, de même que mes promotionnaires. Parce que Cheikh et moi, je l'appelle souvent Serigne Cheikh, on a fait l'université ensemble, on est entrés ensemble, on est promotionnaires au CFJ, on était dans la même chambre en première année, dans la même chambre en deuxième année. Quand on est parti en stage de première fonction, comme il l'a dit tout à l'heure, on est parti ensemble à Thonon-les-Bains. Quand on est venu au tribunal régional, j'étais à la première chambre civile, il était à la deuxième chambre civile, et tout le monde nous connaît nos relations. Donc je pense que je suis bien placé et j'ai été le témoin de son mariage. Donc, je pense que je suis bien placé par lui. Je connais toute sa famille, Papis, Babacar, Khalidou, sa belle famille, Djamila. Et ils me connaissent bien. Lui aussi, toute ma famille le connaît. Pour ne pas faire long, je confirme d'abord tout ce qui a été dit sur lui. C'est quelqu'un qui aime profondément la recherche. Et tout le temps, ce que je lui disais, mais Cheikh Lam, quand on est parti en France, je me rappelle tout ce qu'il avait. Bon, Aïssatou, je vois Aïssatou qui est en train de rire. Aïssatou, notre promotionnaire, Madame Ba, la présidente du tribunal d'instance hors classe de Dakar. Cheikh n'a fait qu'acheter des livres. Donc, Cheikh Lam, c'est quelqu'un qui aime la recherche et qui aime partager ses connaissances. Et ça, c'est une grande générosité. Parce que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, surtout au moment où nous sommes. La deuxième chose, le deuxième point de témoignage que je voudrais faire sur lui, Cheikh Lam, c'est quelqu'un également qui ne se prive pas de dire ce qu'il pense. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça peut choquer, mais il dit ce qu'il pense. Et je me rappelle souvent, d'ailleurs, je ne sais pas si Birania est là, l'un de nos promotionnaires, il disait souvent « Madame Betel, ce boy. » Mais je pense que tout ça encore, c'est de la générosité. Parce que je pense que c'est le président Abdou Diouf qui disait que un homme bon, c'est un homme qui est naïf. Qui est naïf dans le sens où il dit ce qu'il pense. Et parce qu'il le dit sincèrement. Donc voilà ce que je voulais dire. Je ne peux pas également partir sans aussi féliciter Maïmouna. Maïmouna, sa douce épouse, qui est également une amie à moi, à ma famille, à ma dame, qui n'est pas là simplement parce qu'ils ont une cérémonie aujourd'hui, d'où je viens d'ailleurs. Donc, c'est les mots que je voulais dire à mon nom personnel, mais aussi au nom de tous mes promotionnaires qui sont là. Mamadou Diouf, le président du TGI de Thiès, M. Malan Sissé, Mme Aïssatou, qui sont là. En tout cas,
Cher, vraiment, nous te souhaitons encore une fois plein succès. Nous te souhaitons vraiment une longue carrière et beaucoup de réussite donc, dans tes fonctions. Merci à tous. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Bonjour, monsieur le garde des Sceaux. Bonjour, chers invités. Mes salutations à toute la famille, aux amis de notre cher Tidjane Lam. Moi, si je devais plaider, je crois que j'ai un alibi de taille. Je suis venu en retard pour des raisons connues de tous, mais surtout connues du ministre de la Justice, qui a présidé hier, qui nous a fait l'honneur de présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier. Atelier dont M. le procureur général ici présent était le modérateur hier aussi. Donc j'ai une raison pour m'excuser de mon retard. On a coutume souvent dans ces circonstances de tenir des propos dithyrambiques, mais je voudrais à l'entame de mon propos dire, comme on dit dans le Coran, « Oma shahidna illa bima alimna ». Nous disons que ce dont nous sommes sûrs. Cheikh Tidjane Lam, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. D'estime pour l'homme d'abord et pour l'intellectuel engagé ensuite. Et si je devais résumer sa personnalité et son comportement de tous les jours, je l'aurais fait par un seul mot, l'engagement. Un engagement désintéressé pour les causes nobles, pour l'intérêt général. Et c'est cet engagement-là qui le caractérise. Quand Mme Begueye disait tout à l'heure qu'il est connu pour son franc-parler, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Et c'est peut-être ça aussi qui lui vaut certaines déconvenues dans le service, mais je dis que dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut et il faut être aussi prêt à en payer le prix. Mais de toute façon, je pense que la voie qu'il s'est tracée, c'est la bonne voie. Quelles que soient les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie, le plus important, c'est ce que disait François d'Aguesseau, que nous connaissons. Il disait que la vertu peut ne pas être récompensée, mais elle sera toujours honorée. En ce sens que si les autorités, ou quelque raison que ce soit, vous traitent mal, pour une raison ou pour une autre, vous finirez toujours par avoir ce que vous méritez si vous vous inscrivez dans la voie de la vertu. Lui, il s'est inscrit dans la voie de la vertu professionnelle, dans la voie de la probité, dans la voie de la connaissance. Et pour moi, je pense que c'est la seule voie qui veille, surtout en ces temps où nous avons besoin d'une justice beaucoup plus crédible, une justice beaucoup plus respectée. Je pense que si tous les magistrats étaient comme Cheikh Tidjane Lam, la justice de notre pays serait encore beaucoup plus respectée, beaucoup plus performante. Je le dis d'autant plus qu'en tant que président de l'UMS, je ressens parfois beaucoup de frilosité, je ressens parfois de la peur, de l'appréhension, et je vois que ça aussi, ça nous fait perdre beaucoup de choses dans la justice. Parce que des valeurs sûres n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'elles ont peur de ceci ou de cela. Lui, au moins, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, quoi qu'il puisse lui en coûter. Je pense que ça aussi, c'est important. Et je voudrais lancer un message à M. le garde des Sceaux, puisqu'il est là. C'est important, nous avons parlé depuis hier de gestion des ressources humaines, de la transparence, etc. Je pense que c'est important que dans le cadre de votre travail, dans le cadre des mesures que vous êtes en train de prendre pour renforcer les performances de la justice, que vous puissiez tenir compte de cela. Que toutes les valeurs sûres de la justice puissent être traitées comme elles le méritent. Pas pour elles-mêmes, mais pour le bien de la justice. Et Cheikh Tidjane Lam, c'est une valeur sûre. Je terminerai juste par lui souhaiter que Dieu, le bienveillant, l'assiste dans sa voie, qu'il l'assiste également dans sa vie familiale, que ce sera bien pour la justice. Merci. Cheikh Tidjane Lam, juge Cheikh Tidjane Lam, je pense que ça a été perçu dans son discours, ça a été perçu également dans les interventions des uns et des autres. Et avant tout, un croyant.
un musulman pratiquant, un féru d'islam. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un de ces jours, nous soyons ici pour effectivement participer à la dédicace d'un livre qu'il aura écrit sur l'islam et sur la pratique de l'islam au Sénégal. Il en connaît. C'est parce qu'il est croyant qu'il a retenu, et je crois que lui-même l'a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a conseillé d'aller chercher la connaissance, s'il le faut, jusqu'en Chine. Il l'a fait. Parce qu'il sait qu'effectivement, pour être un bon musulman, pour être aussi un bon chrétien, je pense, pour être un bon citoyen, il faut aller rechercher la connaissance. Et la connaissance, elle est également, et surtout également dans les livres. Parce que le grand problème à nous autres, parce que vous avez parlé de connaissance dans les cœurs et dans les poitrines, c'est ça un peu qui a handicapé notre Afrique. Parce que beaucoup sont partis avec leur connaissance qui était dans leur cœur, dans leur tombeau. Parce que tout simplement qu'il n'y avait pas d'écriture. Ou bien en tout cas peu d'écriture. Donc, ceux qui liront ce livre verront qu'effectivement, le juge Lam a voyagé. Pas en touriste. Comme disait l'autre, il est bon de voyager. Cela étant les idées et ravale l'amour propre. Je crois que c'est Madame de Staël. Le professeur Lam a voyagé. Le professeur Lam a été plus ou moins ce qu'on appelle un rat des bibliothèques. Et ce livre est le produit et de son expérience personnelle, de son vécu en tant que juge, mais également de ce qu'il a vu et appris en fréquentant les juridictions internationales comme ceux de la Haye, les juridictions françaises et d'autres juridictions. Ce lui a permis effectivement de situer, de vous présenter l'organisation judiciaire au Sénégal à l'entame de nos indépendances, avec les multiples réformes qui sont effectivement, comme il l'a dit, accélérées ces temps derniers. Cette accélération n'est pas fortuite. Quand on est en démocratie, on est obligé de suivre la volonté, le choix du peuple. Et donc on est obligé effectivement de réadapter les textes avec l'existant, afin qu'effectivement que cette population se retrouve dans ses juges. C'est ce qui est en train d'être fait. Nous avons effectivement, il l'a dit, des réformes qui ont été heureuses, d'autres qui ont été passables, et d'autres qui sont avérées, pour être modérées, catastrophiques. Nous avons des réformes qui avaient vocation à accélérer le cours de la justice, à accélérer les procédures, et qui sont révélées être des goulots d'étranglement, comme ce nous avons pris le juge de la mise en état. Tout simplement parce que dans ce pays, nous avons l'habitude de mettre souvent les bœufs avant la charrue. Nous avons l'habitude de voir qu'on a mis en France des institutions et immédiatement on s'empresse de mettre ces institutions ici, alors que nous n'avons pas formé le personnel nécessaire. Parce que pour mettre en place le juge de la mise en état, il aurait fallu avoir au moins multiplié le nombre de juges par 2 ou par 3. Mais nous avons ici, c'est le même juge qui est en état, c'est le même juge qui participe au jugement, et évidemment ça aboutit à ce que nous savons aussi, et donc il va falloir que nous travaillions tous ensemble pour que cet état de fait, cet état de droit soit remis en cause. Et je pense que nous allons faire ça. Il a donné des perspectives pour que la justice soit performante, pour que la justice effectivement
soit au niveau de l'état de démocratie de notre pays. Il a reconnu effectivement que le Sénégal a déjà entamé. Nous sommes en route. Ce travail n'appartient pas qu'à la chancellerie, ni au directeur qui se trouve au niveau effectivement de l'administration centrale. Ce travail nous appartient à tous. Vous, juges du niveau du tribunal d'instance jusqu'à la Cour suprême, chacun de vous doit apporter sa part de vérité, sa part d'expérience et ses propositions. Et c'est ce que le juge Lam a fait. Et je vous exhorte à le faire. Je vous exhorte, en tout cas, je vous le dis, je l'ai déjà dit quand je prenais fonction, moi, je suis venu sans a priori. Je veux que la justice soit respectée. Nous avons des juges respectés. Nous avons des juges qui sont de classe internationale. J'ai beaucoup voyagé, je suis un avocat d'affaires, j'ai fait l'international. Je sais la place qu'occupe le juge sénégalais dans le monde. Quand je vois l'aéroport de juge en face de moi, ça ne peut que confirmer ce que j'ai dit. Nos juges sont appelés partout dans le monde, que ce soit en Europe ou en Afrique. Nos structures de formation sont usitées, utilisées par effectivement des élèves magistrats ou des élèves greffiers de toute l'Afrique. Le directeur général du service ne me contredira pas. Cet atout, nous devons le cultiver. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons, à force de nous regarder le nombril, nous allons nous faire dépasser. Et on finira prochainement à envoyer nos étudiants ou nos greffiers à Conakry ou ailleurs. Nous avions de l'avance un peu partout à l'aube de l'indépendance. Ayons l'honnêteté aujourd'hui de dire que si nous n'avons pas reculé, en tout cas nous n'avons pas beaucoup avancé. Donc je vous exhorte à ce que nous travaillons tous ensemble, à ce que nous nous mobilisions tous ensemble, afin que effectivement le Sénégal reste ce qu'il est. J'ai eu, à titre professionnel, en tant qu'avocat, à traiter un dossier dans lequel j'avais constaté que la partie adverse voulait une signature avec une institution sénégalaise. J'ai compris que ce n'était pas le coût qui l'intéressait. Donc, ce qui l'intéressait, c'est la signature du Sénégal. Parce que tout simplement, des pays comme le Burkina, comme le Niger, comme le Togo, comme la Côte d'Ivoire, attendaient de voir si le Sénégal a signé. Parce qu'il y a une présomption que si le Sénégal signe, c'est qu'effectivement, cette convention est bonne parce qu'elle a été vérifiée par des professionnels du droit. J'avais compris ça et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai pu régler ce dossier-là au grand bénéfice, effectivement, financier de la partie sénégalaise parce que j'avais compris que ce n'était pas le plus important pour l'autre partie. C'est une réalité. Il faut que nous la maintenions. Mais pour que nous la maintenions, il faut que nous acceptons, il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous acceptions de nous remettre en cause. Il faut que nous ayons à la formation. Ce n'est pas parce qu'on a la maîtrise qu'on a fini. Au contraire, moi, à mon avis, c'est là qu'on doit commencer l'apprentissage du métier. Ceux-là qui sont en face de moi l'ont compris. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont été appelés à diriger des juridictions au niveau du monde entier, ou à diriger des commissions au niveau du monde entier, ou effectivement à être désignés comme des rapporteurs ou bien comme des intervenants dans des séances, dans des programmes dans le monde entier. Je félicite le juge Lam. Je lui dis que le ministre de la Justice est à son entière disposition et le soutiendra. Parce que ce livre doit être lu, ce livre doit être consulté
par tout magistrat, par tout avocat, par tout acteur de la justice, et aussi, s'il y a des journalistes ici, par ces messieurs de la presse, parce que ça leur permettrait d'avoir une connaissance à la fois théorique et pratique dans le fonctionnement de la justice et comprendre parfois ce qu'ils appellent qu'il a fui ou il n'a pas fui, et que sachant effectivement qu'il y a des normes, qui régissent la justice, et s'ils lisent ce livre-là, ils comprendront cela. Donc c'est certainement, j'ai mon âge ici, et ce qui est certain, c'est qu'effectivement, le ministère de la Justice commandera un nombre important de livres qui sera mis à la disposition des acteurs de la justice. Et je ferai de tout le monde possible, parce que j'ai été avocat il n'y a pas plus de 3 mois, pour que le barreau en fasse de même pour les avocats. C'est le minimum. Il a travaillé des années pour cela. C'est normal qu'on le mette en situation, effectivement, de rentabiliser cela, parce que c'est ça qui lui permettra d'attaquer un autre livre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je salue la présence du directeur de l'administration pénitentiaire, qui, lui, est un homme qui a compris qu'il fallait moderniser, qu'il fallait humaniser. Je l'ai accompagné dans les structures de détention et j'ai vu la relation qu'il a créée entre lui, le directeur, le tout-puissant, et ceux qui sont là-bas. Il a compris qu'effectivement les prisonniers, ceux qui sont confiés, ne sont privés que d'un seul droit, celui de sortir de l'institution, effectivement de cette prison, si on peut le dire, mais que tous les autres droits, il le conserve. Il l'a compris. Il a compris, son travail a été facilité aussi parce que le président Diallo avait réussi effectivement à mettre en place une assise. Vous savez, quand le train est mis sur les rails, le travail du conducteur devient plus facile. Donc, je remercie tous ceux qui ont répondu à l'invitation du professeur Lam. Je remercie particulièrement et je salue le président Seydouba. Je l'ai fréquenté en tant que président du tribunal. Et je l'ai fréquenté également en tant que président de la Cour africaine au niveau d'Abidjan. Il a été un pionnier. Et également, comme l'a dit le professeur Lam, il est l'auteur de beaucoup de textes qui organisent aujourd'hui l'Assemblée nationale. Et même beaucoup de textes, parce que vous savez, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a un rôle essentiel, avec même les textes des projets de loi et autres que nous soumettons effectivement à l'Assemblée. Parce que très souvent, il les corrige, ou les amende, ou les rectifie. Et donc, je tenais à saluer sa présence ici. Et comme l'autre, je lui souhaite une longue vie, afin que nous continuions à profiter effectivement de son expérience. Je vous remercie tous. Merci.